Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Le titre de la première nouvelle, si tu le lis froidement comme ça, tu fais comme, ben voyons. Ben, je vais le lire parce que ça provient de l'esprit... j'allais dire tordu, mais de l'esprit tout court de notre collègue Maxime Delan, là, journaliste de l'agence QMI, le journal. C'est vrai, là, c'est un titre un peu spectaculaire, mais c'est un fait aussi. Ouais. Travailleuse du sexe poignardée, un sadique sexuel en cavale à Montréal, point d'interrogation. Oui, c'est le titre de ce dossier qui fait le tour vraiment là, de la ville en ce moment, Mario, parce que c'est une agression absolument sordide qui a eu lieu contre une travailleuse du sexe dans Notre-Dame de Grâce à Montréal, qu'on a retrouvé ce matin, là, un peu avant midi, à terre, ensanglanté, les culottes à terre, à côté, là, à l'extérieur d'une chambre du motel Colibri. Et là, on comprend qu'elle aurait tenté de s'enfuir de son agresseur, puis c'est pour ça qu'on l'a retrouvée donc à l'extérieur. Vivante quand même. Vivante. On dit qu'elle est à l'hôpital pour soigner des blessures graves, mais que sa vie ne serait pas en danger à ce moment-ci. Sincèrement, elle s'est peut-être sauvé la vie. Elle a peut-être réussi à se sauver par miracle, mais elle s'est sauvé la vie. Là. Ouais, puis parce que c'est pas une petite agression non plus qu'elle a subie dans ce cadre-là. Là, elle était avec un client dans la chambre, puis le client... On ignore si c'était prémédité ou s'il est viré complètement fou durant l'acte sexuel. Là. C'est ce qu'on semble croire du côté des enquêteurs, puisque la femme avait les pantalons baissés quand on l'a retrouvée, mais se serait mis à l'étrangler. Et là, après ça, plusieurs lacérations sur le corps, le poignardé à au moins 3 reprises au thorax. Et donc, c'est des blessures graves pour lesquelles elle se fait soigner en ce moment. Mais donc, si on dit un sadique sexuel en cavale à Montréal, c'est que lui a eu le temps de prendre la fuite. Là. Voilà, il est donc toujours au large en ce moment. On essaie de retrouver l'individu en question. J'imagine que le témoignage de la travailleuse du sexe elle-même va être oui, parce qu'ils ils ont forcément eu une sorte de contact. Je ne sais pas comment, téléphone cellulaire ou par quel moyen technique, mais ils doivent avoir une forme de contact qui permet peut-être de l'identifier ou en tout cas au moins de le retracer. Oui, puis au minimum, elle va pouvoir donner une description physique, de la personne, une description physique, son nom s'il a donné son vrai. Bref, là, lorsqu'elle sera hors de danger, on va pouvoir l'interroger. On dit qu'il y avait beaucoup de témoins aussi qui étaient rencontrés aujourd'hui pour essayer d'avoir un peu plus de détails. On imagine des gens qui étaient dans l'entourage. Ça s'est passé quoi? Les policiers ont été appelés vers l'heure du dîner, fin d'avant-midi? 11h40, c'est là qu'on l'a retrouvé, là, une victime de 39 ans, donc travailleuse du sexe. Puis, faut soulever encore une fois, Mario, dans les métiers qui sont le plus victimes, ciblés par de la violence du genre dans notre société, les travailleurs du sexe sont souvent là, en première ligne de tout ça. Dans ce cas-ci, heureusement, ça se traduit pas là, par un meurtre, mais ça passe et proche. Là. On se comprend que des blessures aussi importantes que ça, à coups de couteau, là, au thorax, c'est pas tous les jours on en survit. Non, mais j'ai l'impression que les policiers doivent quand même prendre ça au sérieux. Je veux dire, le type en cavale, est-ce qu'il fait une autre victime? Est-ce qu'il doit être recherché quand même assez activement. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. On a eu plus de nouvelles aujourd'hui sur la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Puis, c'est pas demain matin, là. Hein? C'est pas demain matin. On retient pas notre souffle. 14 juin 2025. C'est là qu'on va savoir qui va piloter désormais le Parti libéral du Québec. Fait, je te dirais, là, c'est, à mon avis, le plus tard, t'aurais pu pousser ça là, au 21 juin 2025. Là, plus tard que ça, c'est impossible. Puis ils sont au 14. Donc, ils sont à l'avant-dernière date là, où c'est faisable. Et même le 21, tu disais, là, t'es l'été, le monde est rendu dans les chalets. Mais on est à la limite. Est-ce qui veut dire que le nouveau chef n'aura qu'un an pour s'organiser, se faire connaître? Donc, ça veut dire qu'on laisse le maximum de temps pour trouver des candidats avant. Mais le nouveau chef étant choisi, là, lui, il va être choisi à l'été 2025, puis à l'été 2026, on est en pré-campagne, puis en campagne. Puis... Oui, puis c'est le 13 janvier 2025 que la campagne commence officiellement, même si on s'entend, on a déjà vu des aspirants candidats depuis que ça a été flotté l'idée que maintenant, il y allait avoir une course. Puis déjà, on en entend des promesses. Monsieur Coder, qui est pressenti pour se présenter... Monsieur Coder, ça va y faire une campagne longue, pas rien qu'à peu près. Là, oui, parce qu'il s'est mis à prendre des engagements. Il est déjà en campagne, il fait des tournées, puis tout ça. Pour un vote qui va avoir lieu là, à partir d'aujourd'hui, mettons, dans 14 mois encore. Oui, mais est-ce que tout ça, c'est pour laisser du temps au parti de trouver les candidats en question, Mario? Le fameux calcul qui semble être celui du Parti libéral, c'est ils ont l'impression que plus le temps passe, plus la CAQ va être en difficulté et plus l'hypothèse que le Parti libéral puisse gagner l'élection. Pas juste là, bien figuré, mais peut-être rêver de gagner l'élection. Mais ils se disent, plus on va approcher, là, plus ça va paraître possible. Donc, recruter quelqu'un qui vient du monde des affaires ou qui vient d'un autre domaine, puis qui puisse rêver d'être première ministre ou premier ministre, mais qui puisse rêver du pouvoir,
ben, ça va être l'outil d'attraction. Maintenant, l'inverse, c'est ça que je t'explique le pari. L'inverse peut être aussi vrai. Si le parti continue à stagner, l'argent rentre pas, les membres rentrent pas, puis là, tu te retrouves à l'hiver 2025, tu fais une course plate, pas de candidat intéressant. Là, tu fais élire un candidat, tu sais, en juin. Là, lui, il a 1 an. Fait que c'est un peu un kit ou double. Tu sais, on va le plus tard possible pour se permettre d'aller chercher la meilleure candidature possible. Mais si tu vas pas chercher cette belle candidature-là, t'arrives avec quelqu'un qui peut être une candidature correcte, mais pas tant que ça une vedette, mais qui a pas beaucoup de temps pour se faire connaître. Là. Mais non, c'est ça. Et donc, quand même aussi l'occasion peut-être de prendre le momentum juste avant les élections. Oui. À presque 1 an des élections, peut-être le bon moment pour se faire voir vite avant que les travers ressortent, puis on peut arriver là. C'est l'occasion un peu de refaire la liste. Denis Coderre, je pense, on peut considérer qu'il est déjà en campagne, ni plus ni moins, mais qui s'est dit qu'il allait faire son annonce officielle en juin. Ensuite de ça, il y a Frédéric Beauchemin, le député de Marguerite-Bourgeois, qui apparaît comme le seul issu du caucus qui pourrait avoir un intérêt. On le dit un petit peu refroidi par les événements, parce que lui, il a été tassé du caucus pour une histoire d'employé. D'enquête à l'éthique. Là, il a pu revenir, il a pu réintégrer le caucus, mais ça a laissé une petite trace. Il y a 2 noms qui sortent des milieux économiques. Charles Milliard, de la Fédération des chambres de commerce, et Carl Blackburn, du Conseil du patronat. Mais les deux, est-ce qu'ils ont vraiment de l'intérêt? Est-ce qu'on fait circuler leur nom? Les deux ont un historique au Parti libéral. Un chez les jeunes libéraux, M. Milliard. Dans le cas de Carl Blackburn, il y a un historique chez les jeunes libéraux, dans le parti. Il y a vraiment un historique beaucoup plus complet, là, de rôle important dans le parti. Est-ce que si les élections fédérales étaient passées, un François-Philippe Champagne qui serait plus au gouvernement parce que les libéraux à Ottawa auraient été battus, est-ce qu'il pourrait faire le saut à Québec? C'est des questions qu'on se pose. Oui, puis ça va être important de trouver la candidature forte parce que là, on s'entend, on part de loin là, du côté du Parti libéral du Québec. On part de très, très, très loin. Mais donc, ça veut dire que pour Marc Tanguay, c'est que c'est un intérim, probablement une des intérims les plus considérable qu'on ait vécu depuis très longtemps. Là. Lui est encore chef là, jusqu'à la mi-juin, jusqu'à la fin de la session parlementaire. En fait, le nouveau chef n'aura pas une longue... Il va avoir 2 sessions parlementaires, juste pour se familiariser avec son rôle. Là, il va avoir 2 sessions parlementaires. Tout savoir en 24 minutes. Enfin, Mario, on a déposé le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes sur l'UPAC. Les fuites à l'UPAC. Les fuites à l'UPAC, là. Puis ça, si ça vous a échappé, c'est peut-être parce que, comme moi, vous étiez en train d'oublier que ça existait, cette enquête-là. Oublier que ça existait, ça fait plus que 5 ans. Non, c'est fou, hein? Alex, il est normal pour un citoyen normal d'avoir oublié que ça existait. Il reste quelques maniaques d'information qui se souviennent que ça existe, là. 5 ans. Oui, puis c'est tout un rapport, Mario, en 5 ans, par contre, ils n'ont pas chômé. On parle de quasiment 1000 pages de documentation sans les annexes là, qui étaient déposées là, au total pour cette enquête du BEI. Je rappelle, le porte donc ça, sur c'est ces fuites. l'enquête sur les fuites d'informations. Je l'ai appelé, les gens vont... J'ai souvent un peu niaisé avec ça, mais je niaise puis je niaise pas. C'est l'enquête sur les fuites sur l'enquête sur l'enquête. C'est factuel, oui. Je réfléchissais. Oui, c'est l'enquête. À la base, on parle de l'enquête de l'UPAC sur le Parti libéral. Là, il y a eu une enquête sur l'enquête. En fait, il y a eu des fuites dans cette enquête-là. Là, Jean Charest, il y a eu une enquête sur les fuites. Puis là, dans l'enquête sur les fuites, il y a eu l'affaire du député Guy Ouellet. Puis est-ce qu'il y avait parce qu'on a fait des arrestations là, Guy Ouellet, il y a un député qui a été ni plus ni moins qu'arrêté. Finalement, on ne l'a jamais accusé. Il y a 2 autres policiers, je pense. 2 aussi. autres policiers, tout ça a viré à rien. Là, il y avait l'ancien patron de l'UPAC, il y en a qui sortaient son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, là, c'est vraiment l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes. Donc ça, c'est le corps policier suprême qui enquête. Lui, il n'enquête jamais sur les citoyens. Le BEI n'enquête que sur des policiers. Oui. Donc là, c'est ça, c'est le rapport du BEI. Puis pendant 5 ans et demi, le BEI a enquêté sur les policiers de l'UPAC pour savoir est-ce qu'il y en a qui auraient orchestré la fuite, fait sortir volontairement des documents confidentiels, précieux, etc. Et là, donc, on vous dit que l'enquête est finie, mais on n'a pas de conclusion. Là. On sait rien. Là. Non, parce que là, les 1000 pages de documents sont dans les mains des procureurs là, qui vont analyser tout ça. Exactement, qui vont voir s'il y a des accusations à déposer là, dans le cadre de tout ça. Matière à porter accusation. Donc, ça reste à voir. Mais si, Mario, là, on s'entend, après 5 ans de job... Le DPCP dit qu'il n'y a rien là-dedans pour porter des accusations...
Mais imagine. C'est sûr que c'est un peu le petit, comment que c'est, tu sais, l'emoji là, avec la main dans Ouais, quelqu'un qui se frappe là, en plein front. Non, mais il y a quelque chose de bizarre là-dedans, puis on n'arrête pas de dire dans les nouvelles directions de l'UPAC que là, on veut redorer l'image de l'UPAC dans le public. À la défense de la nouvelle direction, écoute, c'est toutes les vieilles affaires de l'ancienne. Ouais. C'est parce que c'est la durée qui n'a pas de bon sens. Écoute, en 5 ans, t'as-tu pensé à tout ce que t'as fait, toi, en 5 ans? Ce que l'humanité... Tu sais, en 5 ans, il y a des entreprises de construction qui ont construit 5 buildings. Là, t'as des enquêteurs qui, pendant 5 ans... En fait, c'est pas 5 ans, c'est 5 ans et quelques mois. Oui, et les poussières. Ont fouillé cette affaire-là. C'est dur à expliquer. C'est dur. Puis j'imagine le contribuable qui se dit, mais là, tu sais, le compteur tourne, parce que tant qu'il y a des enquêteurs... Ils sont payés, ces enquêteurs-là. Ils sont bien payés, avec que le compteur tourne tout le temps. On a hâte de voir quelles conclusions vont sortir de ça, mais surtout de voir s'il va y avoir des arrestations. Oui, mais aussi, le DPCP, lui, là, il y a des critères pour porter des accusations. Il faut qu'il soit confiant. Tu peux y mettre un dossier 1000 pages, 1500 pages, 2000 pages, mais lui, s'il n'y a pas la matière là-dedans pour être confiant qu'une condamnation est probable, qu'on peut obtenir des condamnations, mais là, Mario, il va nulle part avec ça. Soyons de bonne foi, là. En 5 ans d'enquête, ils ont dû trouver quelque chose. Pages d'enquête, ils ont dû trouver quelque chose. Je suppose. On va attendre. On a hâte. Tout savoir en 24 minutes. Après le budget présenté plus tôt par le gouvernement fédéral cette semaine, ben c'est les premiers ministres canadiens, là, on s'entend, je dis par là, des provinces et territoires du Canada qui se sont ligués ensemble pour envoyer une lettre à Justin Trudeau. Lettre adressée dans laquelle on répond un peu à l'empiètement des champs de compétences qui est exercé par Justin Trudeau dans ses annonces pré-budgétaires depuis déjà plusieurs semaines, puis dans lequel on demande plus de collaboration, Mario. Fait que finalement, il n'y a pas juste le Québec là, qui se tannait de tout ça. Non, mais il y avait le Québec, l'Alberta puis l'Ontario. Puis quand ces trois-là disent aux autres premiers ministres des provinces, regarde, on a fait une lettre, il faudrait que tu signes. Ils signent. Je vais dire par contre 2 choses. Justin Trudeau s'en fout. La dernière fois que les premiers ministres se sont ligués, c'était pour un dossier, à mon avis, qui était beaucoup plus sensible dans l'opinion publique. C'était le transfert en santé. Financement de la santé pour les hôpitaux, puis ça déborde des hôpitaux d'un bout à l'autre du Canada. Justin Trudeau s'est pas occupé zéro là, de l'unanimité des provinces. Il a fait à sa tête, puis il leur a donné 1/6 de ce qu'il demandait. La deuxième affaire, par contre, c'est que dans le cas du Québec, ben là, on a un sondage intéressant aujourd'hui, un sondage commandé par le PQ, mais allégé. Là. Donc, c'est pas un sondage fait par les bénévoles du PQ, c'est vraiment un sondage professionnel de léger, indépendant. Et qui dit, c'est pas vrai là, que les gens s'en foutent. Ce que Justin Trudeau avait dit, les juridictions au Québec, Ottawa, les gens s'en foutent. Au Québec, il semble avoir 80% des gens qui s'en foutent pas. Bon, on a posé la question, est-ce que vous trouvez ça important, les juridictions, le respect des juridictions? J'aurais quand même été curieux qu'on pose la question, la question plus dure un peu, la question plus pour le citoyen qui répond, plus compromettante. C'est si le gouvernement fédéral, dans les champs de compétences du Québec ou des provinces, se mettait à vous donner de l'argent ou des cadeaux ou des remboursements, est-ce que vous trouveriez ça déplorable? Parce que c'est pas dans ces champs de compétences. Là, t'aurais un test. Puis à mon avis, t'aurais plus 80%. Je pense que là, t'aurais une petite partie de la population qui céderait. À l'appât du gain, Mario? À l'idée que là, écoute, les gens sont mal pris, puis quelqu'un va m'aider. Puis... Alors, je pense que c'est quand même là-dessus qu'il met Justin Trudeau. Si tu demandes aux gens, est-ce que vous souhaitez qu'on respecte la Constitution canadienne, les juridictions, les gens vont dire, oui, il faut qu'on respecte les lois, on veut un bon fonctionnement du Canada. Mais si tu leur demandes, est-ce que tu refuserais l'argent, là, si le fédéral s'immisce des compétences? Je dis pas qu'il y aurait quand même des gens qui diraient non, c'est dysfonctionnel, c'est un pays de tout croche si on respecte pas la Constitution, mais je pense quand même qu'il y aurait tout à coup un pourcentage qui dirait finalement, c'est pas si grave. Ouais, puis il y a quand même un point qui est intéressant, là, qui est soulevé par les premiers ministres dans cette lettre-là, qui parle entre autres des engagements de financement sans financement à long terme. Là. Tout ce qui a été pris comme engagement par M. Trudeau sur 6 ans, là, qui font en sorte que le déficit, il n'est pas si pire que ça dans le budget, finalement, quand on le présente. Non, parce qu'on a engagé les prochaines années. On a déjà engagé le budget des années à venir. Ben voilà, mais les provinces et territoires, en ce moment, ce qu'ils soulèvent dans leurs lettres, c'est que pour eux, c'est même pas clair que le gouvernement fédéral va finir par assumer ces frais-là. Là. Eux, ce qu'ils dénoncent, c'est qu'ils ont peur qu'en plein milieu là, de tout ce qui est engagé... C'est l'exemple de la santé, Alexandre. Je comprends qu'on remonte loin dans le temps, mais dans le début des années 70, la première moitié des années 1970, le fédéral dit... Regardez bien ça. Là. On va se faire le plus beau système de santé au monde, gratuit, universel. Puis il réunit les provinces, puis il dit, regardez, les provinces, vous allez mettre ça en place, puis dormez tranquille. Moi, je paye 50% de la facture.
Moi, j'en paye la moitié. Mais dis-moi, Mario, est-ce que le fédéral paye 50% de la facture? Oui, en 1972, là, 73, 74, mais aujourd'hui, 50 quelques années plus tard, le fédéral paye 22% de la facture. Parce que le fédéral, progressivement, s'est désengagé. Fait que lui a créé l'espèce de monstre. Tout va être gratuit, universel. Et lui, il garde le crédit, disant ça, c'est moi le fédéral qui a mis ce beau système-là, mais il paye plus sa moitié de la facture. Il laisse les provinces avec le problème. Puis là, les dépenses de santé augmentent. Puis le fédéral. Alors, les provinces ont peur de ça, de dire, OK, mais tu vas nous en créer combien de même? Assurance médicaments. Fait que là, au début, le fédéral dit, moi, je paye. Puis à un moment donné, le fédéral se désengage. Mais comme les gens se sont habitués à faire payer leurs médicaments, là, les provinces se sont pris à dire, on peut pas leur couper ça, les gens vont nous arracher la tête. Fait que ça, c'est la peur des provinces, que le fédéral donne le cadeau, crée quelque chose, implante quelque chose. Puis progressivement, ils disent, l'année passée, je le payais tout, mais là, m'en payé juste 80%. Puis une couple d'années après, on m'en payait avec la moitié. Donc, le fédéral se désengage et laisse les provinces avec les problèmes. Et tout ça, c'est la description d'une fédération dysfonctionnelle, là, où chacun n'est pas dans ses compétences, fait l'affaire de l'autre, il laisse la facture. C'est dans une entreprise, on aurait un autre nom pour ça, c'est de la mauvaise gestion. Fait que là, si je résume, Mario, on a toutes les provinces, tous les premiers ministres se liguent, prennent le document, signent, envoient une lettre, mais ça, Justin Trudeau va et peut s'en foutre. Ben là, je pense que t'as pas bien écouté sa comparution sur l'ingérence. Il faudrait que les premiers ministres des provinces le rencontrent parce qu'il a dit que le SCRS, les services de renseignement, là, quand il voulait attirer son attention, il fallait qu'il organise une rencontre. Il dit quand il m'écrit juste une note, je la lis pas. C'est vrai! Je la lis pas. C'est vrai, il lit pas les notes. Là, mais il lit des livres lourds. Par contre. C'est vrai, il avait dit ça. Il avait dit ça, quand il avait dit qu'est-ce que vous lisez en ce moment, il dit je lis des livres lourds. Moi, je check même pas le poids de mes livres. Ben, je dois être bizarre, là. Ouais, c'est vraiment superficiellement. Mais ceci dit, c'est ça. Donc, peut-être qu'une lettre, il faudrait que les premiers ministres des provinces attirent son attention par une rencontre. Oui, officielle. Oui, tout le monde assis ensemble. Une lettre, là, ça vaut ce que ça vaut. Actualité. Ben, comme ça tombe bien, on parlait de délai en santé, Mario. Les derniers chiffres sont arrivés par rapport à la dernière année, là, de avril 2023 à mars 2024. Et devine quoi? Ça s'est pas amélioré. Ben, petit peu. Le temps d'attente sur civière a baissé d'une demi-heure. Ben oui, parce que là, on se donnait comme objectif 17 heures d'attente sur les civières, Mario. On est à 17,4. Bon. Mais on part de 18,1. Ben voilà! Hein? Il y a un petit progrès. Petit progrès. Léger progrès qui vient d'arriver dans le système de santé, mais non, les chiffres là, des données du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont sortis pour la dernière année, puis c'est pas glorieux. Mais les chiffres sortent puis ils nous intéressent, mais on n'a pas besoin des chiffres pour savoir que ça va pas bien dans les urgences. Là, on se comprend-tu? Il faut avoir écouté les nouvelles dans la dernière année, les descriptions, les journalistes qui sont allés sur place, les commentaires des citoyens. Oui. On le sait, là. Mais en 2019-2020, là, on chialait déjà que c'était trop long dans les urgences, puis c'était à peu près 15,3 heures qu'on attendait là, sur une civière. Oui, parce que le 18.1, là, on part du 18.1 pour dire que ça diminue, mais le 18.1, c'était une augmentation. Là. Ben oui, absolument. Là. De 2019 jusqu'à maintenant, ça a augmenté. Là, il y a un rattrapage par rapport à l'année d'avant. On est quand même un peu en haut de l'objectif. Mais le descriptif que nous font quand même des médecins aujourd'hui dans le journal, puis la clientèle est de plus en plus lourde, des personnes âgées. Ce matin, je parlais avec le docteur Boucher, le président des médecins d'urgence, puis il me disait, il y a une partie, exemple, beaucoup à Montréal. Puis ça a l'air que c'est moins pire en région, mais à Montréal, là, à un moment donné, les CHSLD. Les autres ont pris beaucoup de cas. Là, un cas en CHSLD devient lourd, la personne est malade, tout ça. Là, on apprend. Elle est déjà dans un lit au CHSLD. Là. Beaucoup de patients très, très en perte d'autonomie sont alités de toute façon. Mais là, on l'embarque dans une ambulance, on l'envoie à l'hôpital. Mais là, tu serais mieux d'avoir un médecin sur place, ça ne donne rien. Là, tu l'envoies à l'hôpital. Là, à l'hôpital, la personne qui souvent déjà a des troubles cognitifs, il y a beaucoup de gens. Oui, c'est un gros problème. Beaucoup de troubles cognitifs. Là, elle est à l'hôpital. Là, elle a un fluorescent d'en face. Tu comprends? Elle dort avec un fluorescent d'en face. Elle dort pas. Je dis elle dort avec probablement qu'elle dort pas. Elle est perdue. Elle reconnaît pas ses lieux. Elle reconnaît pas son monde. Donc, la personne vient toute mêlée. Probablement qu'elle dort pas. À moins qu'on lui donne des médicaments pour qu'elle. Est-ce qu'on améliore l'état de santé? Puis là, la personne, elle engorge l'urgence, elle occupe un lit à l'urgence. Il n'y aurait pas moyen que les CHSLD soient un petit peu mieux équipés que leurs patients malades là, qui sont pas en danger de mort, mais ils sont déjà tellement faibles, tout ça, et qu'un médecin les suive. Il y a quelque chose qui marche pas. Là. Fait que là, finalement, t'encombles l'urgence avec une personne que t'aides pas sa santé, qui était déjà dans un établissement, un CHSLD, excuse-moi, c'est quasiment un hôpital, qui était déjà dans un lit, dans un établissement de santé. Puis là, tu l'envoies dans un moins bon lit, engorgé une urgence où il y a
paquet d'autres besoins. Et en changeant son environnement, ça, c'est un point important que tu disais. Ah oui, en causant du désarroi. Là. Ouais, auprès des gériatres, là, c'est ce qu'ils vont expliquer. De changer une personne âgée, souvent atteinte de démence, par exemple, de Alzheimer, d'autres maladies comme ça, dégénérescentes, psychologiques, tu te ramasses dans un environnement que tu connais pas, tu détériores la santé de quelqu'un, puis là, je parle pas juste santé physique, santé mentale, qui décline de manière là, directe parce que tu la sors d'un milieu dans lequel elle s'habitue. Ça, là, ce qu'on est en train de dire, tout le monde sait ça, mais on le fait pareil. Les gens du milieu de la santé le font pareil. Là, parce que les CHSLD disent ah ben là, nous autres, on n'a pas les médecins, on n'a pas les ressources. Le gars, il est trop malade. Là, ouais, il appelle l'ambulance puis transfère-moi ça à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, eux autres, ils se dépassent. C'est fou, là. Puis là, à l'hôpital, ils ont ce cas-là. Ils disent, mais là, c'est un cas de CHSLD. Ils essayent de stabiliser le patient, le soigner un peu. Mais leur but, là, dès qu'ils l'ont, c'est quoi? Ben là, essaie de me stabiliser. Il faut renvoyer ça au CHSLD. Fait que les gens sont barouettés comme ça. Tu sais, il y a quelque chose de cynique, là. Tout va bien, Madame la Marquise. Le Monde. C'est une double nouvelle, Mario, parce que, tout premièrement, on a eu les jurys du procès de Donald Trump qui ont été nommés complètement aujourd'hui, hein, qui est quand même un exploit en soi. Je rappelle que la tâche était colossale du côté du juge qui devait trouver 12 personnes, 6 remplaçants, qui n'ont pas d'opinion préfaite sur Donald Trump, Mario. Puis si on s'entend, c'est difficile à trouver en soi. Mais on a aujourd'hui, cette attention-là a été détournée. Mais là, le juge Merchan, il fait un job, là. Ben oui, il a réussi quand même à boucler ce dossier-là assez rapidement. Il avait dit, moi, lundi matin, je veux commencer le vrai procès. Signifiant qu'il fallait avoir fini le jury avant. Et il y a ces 12, puis 6 substituts, je sais pas, c'est beaucoup. Il me semble au Québec, c'est 2, 3. Mais je pense que pour une cause comme celle-là, on tu en prends voulait pas de chance, plus. Fait que là, on a 12 jurés, 6 substituts. Fait que le procès, le juge a réussi son pari. On est prêt à partir le vrai procès lundi matin. On est prêt, Mario, mais il y a un événement aujourd'hui qui a retenu particulièrement l'attention au moment à peu près exact où on a annoncé que le jury était composé et que les caméras de télévision étaient toutes devant le tribunal à Manhattan. Mais il y a eu une scène absolument troublante. Un homme qui s'est immolé par le feu directement devant le tribunal. Immolé pour vrai, là. Oui, puis attention pour ceux qui nous regardent en visuel, je vais vous montrer des images de tout ça, mettre un avertissement, là, c'est assez intense, merci, quelqu'un qui flambe directement. On ne montrera pas les images, dans tous les cas, quelqu'un qui flambe, là. Littéralement quelqu'un qui est en donc, feu. Qui s'est allumé, ses vêtements qui s'est allumé et qui brûlait. Oui, sur place. Et là, on a éteint le brasier. Il ne serait pas mort de ses blessures, blessures graves transportées à l'hôpital. Et là, du côté des forces de l'ordre... on l'a éteint avec carrément les policiers avec des extincteurs sont arrivés. Puis on a arrosé l'individu comme on était un feu dans un bâtiment. On a éteint l'individu avec un extincteur. Voilà. Puis là, évidemment, à ce moment-là, on avait peu d'informations. On comprenait pas trop pourquoi l'homme en question avait commis tout ça. Plutôt, j'en ai parlé avec notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à son épisode, puis je l'avais dit. C'est devant, quand t'as quelqu'un comme ça, dans un procès qui implique M. Trump, qui décide de se foutre en feu, les chances sont que ce soit quelqu'un qui verse dans les théories du complot. Puis c'est la thèse vers laquelle se dirigent en ce moment les enquêteurs. Mario, je te laisse écouter un petit bout du point de presse où on expliquait un peu ce qu'on comprend des motifs de l'homme. Seemed to be propaganda-based, almost like a conspiracy theory type of pamphlet. Some information in regards to Ponzi schemes and the fact that some of our local educational institutes are fronts for the mob. Donc, je traduis, il aurait lancé des pamphlets en l'air, juste avant de se mettre en feu, des pamphlets à saveur complotiste qui parlent de, comme quoi, tout ce qui est comité d'éducation dans l'État de New York, ce serait des couvre-chefs, mais des couvertures, ouais, exact, pour la mafia qui aurait toutes sortes de faux stratagèmes utilisés pour couvrir la mafia dans le gouvernement de l'État. Puis dans le système d'éducation. Dans le système d'éducation, puis il y a eu des images que CNN ont prises directement des pamphlets en question. Là, j'ai zoomé un tout petit peu dessus pour aller lire, tu vois, parce que je m'intéresse évidemment au phénomène complotiste. Ça ressemble beaucoup à tout ce qui est anti-État, citoyen souverain. Là, évidemment, avec toute réserve, je ne peux voir que la première page du pamphlet, mais déjà sur lequel il est écrit « Notre seul but, abolir le gouvernement criminel et le remplacer par un qui sert tous les citoyens. » Donc, assez intense, merci. Et probablement que ce nouveau gouvernement qui représente tous les citoyens serait dirigé par un dénommé
Donald Trump. Probablement, Mario, je peux pas mettre ma main au feu tout de suite, bien évidemment. Mais quand tu fais ça devant le tribunal où lui-même est jugé, on pourrait quand même déduire ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.